bienvenue au Forum de Moudjahid. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin le professeur Chemseddine Chitoul, éminent professeur à l'École Polytechnique d'Alger. On va lui laisser un quart d'heure pour nous faire une introduction sur les événements qui se passent actuellement dans le pays. Monsieur Chitoul, à vous le micro. Merci. Tout d'abord, je remercie El Moudjahid, direction, et Madame Larbi d'avoir bien voulu m'inviter à ce forum qui est une tradition. En fait, pour être honnête, c'est moi qui ai demandé à El Moudjahid de me donner la permission ou la possibilité de donner mon avis sur ce qui se passe. Et donc, dans ces conditions, il faut que vous sachiez que je suis un professeur à l'École Polytechnique. Je suis professeur depuis 40 ans. Et je n'ai pas cessé de respecter ma fonction d'enseignant, ma fonction éthique d'enseignant. Évidemment, ça n'a pas été simple. Comme vous le savez, j'ai aussi un petit parcours administratif, mais j'allais dire, c'est par accident. Parce que le signal initial, c'est surtout ma fonction de professeur. Bien, j'ai formé des générations de jeunes qui, entre parenthèses, pour la plupart, ne sont pas là. Vous connaissez tous Polytechnique, on rentre avec mention très bien, avec des concours. J'ai eu à diriger d'ailleurs cette école à une certaine époque. J'étais recteur institutif. J'étais secrétaire général de l'enseignement supérieur. J'étais conseiller de Hamrouj. Et donc, d'une certaine façon, j'ai fait en tant que citoyen ce qu'attendait de moi mon pays. Mais je n'ai jamais voulu instrumenter ma fonction administrative dans le cadre d'une promotion. Ma promotion ne peut se faire que dans le cadre universitaire. Et pour la petite histoire, quel que soit le poste que j'ai occupé, je n'ai gardé que mon traitement de professeur. Quel que soit le poste. Ce qui me donne une certaine indépendance. Plusieurs fois, j'ai dû rendre le tablier parce que mes idées ne convenaient pas. Ceci étant dit, ma plus grande fierté, c'est d'avoir formé 1200 ingénieurs. Et je peux dire honnêtement, et malheureusement, que plus de 2/3 ne sont pas en Algérie. Ils sont dans les grandes universités américaines, canadiennes, françaises. Cela prouve que le produit algérien est un produit de qualité, si on sait y faire. Polytechnique, à une certaine époque, c'était en quelque sorte le fleuron. Mais la massification a tout cassé. Le système éducatif actuel est en miettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait dans la démagogie. Alors qu'il ne faut pas tricher avec l'éducation, avec l'économie de la connaissance, avec le savoir. Parce que le monde qui nous entoure ne fait pas de cadeaux. Mais quand ou on est compétent ou on n'est pas compétent. Pourquoi tous les pays arabes sont derniers? Parce qu'ils n'ont pas investi dans la science. Pourquoi un pays comme l'Iran, on veut le démolir? Parce qu'il a investi dans la science. L'Iran construit ses satellites, ses avions, ses drones, ses sous-marins. Les pays arabes sont encore en train de se battre avec des armes conçues par l'Occident. Et ils se battent non pas contre l'extérieur, ils se battent entre eux. Voilà le drame. Est-ce que l'Algérie du million de martyrs doit avoir le même destin? Non. Il faut donc se battre. Pendant la décennie noire, on ne savait pas si on allait rentrer le soir quand on allait enseigner le matin. Moi, je partais avec un panier. Pas avec un cartable, avec un panier. Mais je faisais mon travail. Nous avons permis à l'Algérie de rester debout. Chacun aussi respectable que soit
ceux qui se sont battus en première ligne, tous les Algériens des degrés divers se sont battus pour ce pays. Cela va même plus loin. Pendant la Révolution, il est faux de dire qu'il n'y a que les Moudjahid, etc. C'est vrai, ils ont fait un travail admirable. ربي يرحم اللي ماتوا يطول العمر اللي مازالوا على قيد الحياة. Mais il n'y a pas que. C'est le peuple qui a vaincu le colonialisme. C'est comme c'est le peuple qui va changer la donne. Et nous sommes en quelque sorte dans la même situation. C'est comme si le compteur était à zéro. Nous sommes au mois de mai 1962, le congrès de Tripoli. Ce congrès de Tripoli qui a foiré. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu respecter le congrès de la Soumam, qui dit qu'il faut séparer le politique du militaire, primauté du politique, primauté de l'intelligence sur l'arme. En 1962, il y a eu un hold-up. Cela veut dire qu'on a pris en otage l'espérance du peuple algérien à une vie meilleure après avoir pendant 102 ans souffert, après pendant 8 ans souffert. Et tout le monde en 54-62 a contribué. L'élève qui est parti à l'école, c'est pour préparer l'avenir. L'enseignant qui a enseigné, c'est pour être disponible le moment venu. Le footballeur qui est allé défendre les couleurs de l'Algérie en guerre, l'Algérie combattante, la troupe de théâtre, tout le monde a contribué à cette révolution. Il est faux de dire qu'il y a cette fameuse famille révolutionnaire. En fait, c'est une satrapie. Une satrapie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont aucun pouvoir de valeur ajoutée par eux-mêmes, mais qui ont un râtelier, qui usent et qui en abusent. Ce matin, je lisais à 6 heures du matin une petite contribution d'un auteur. Il parlait de Djamila Bouazza, qui est morte il y a 4 ans. Vous savez que c'est une révolutionnaire de la première heure, qui est morte dans l'anonymat le plus strict, alors que révolutionnaire, condamnée à mort. Et c'est quand même pas normal que ces références ne soient pas à l'honneur. Et donc, le moment est venu, me semble-t-il, de remettre le train sur rail. Il faut déconstruire ce qu'on nous a forcé à admettre pendant 57 ans. Mais ce n'est pas une déconstruction anarchique. Le peuple a montré depuis 2 mois qu'il est à la hauteur. Et mieux encore, il sert d'exemple. Cela veut dire quoi? Que le peuple algérien est meilleur, est capable du meilleur. Ne le poussons pas à ce qu'il soit capable du pire. Il a fait ce qu'il doit faire. Il attend maintenant qu'on prenne en charge. Il a besoin de liberté. Il a besoin de faire en sorte que ce n'est que la compétence qui passe. Il n'y a pas de passe-droit. C'est le savoir. Il y a une légitimité historique. Elle a fait ce qu'elle a pu. Maintenant, il faut passer à la légitimité du neurone, du savoir. C'est pour permettre à cette Algérie de pouvoir garder son rang dans un monde de plus en plus difficile, où il n'y a que la compétence qui parle, l'économie de la connaissance, le savoir, le Web 3.0. C'est ça qui compte. Quand Bill Gates avait vu Mitterrand il y a 30 ans de cela, il dit, Monsieur le Président, le futur, ce n'est pas le baril de pétrole, c'est l'Internet. Et nous y sommes. C'est l'intelligence artificielle. C'est les NBIC, nanotechnologie, biologie, intelligence artificielle et économie de la convergence. C'est tout ça qu'il faut mettre en place. Nous pouvons le faire, nous devons le faire, et il n'y a pas les 3 contraintes du pays. C'est le vivre ensemble. Il faut le consacrer. Le vivre et définir le bonheur du vivre ensemble. Non seulement vivre ensemble, mais dans la joie. Donc, supprimer les extrémismes. لازم نلموا الشمل
À partir de ce moment-là, il n'y aura plus de régionalisme. Ensuite, il faut définir qu'est-ce que c'est que la République. Est-ce que la République a besoin de croyants ou de citoyens? La croyance, c'est une affaire interne, une affaire personnelle. Mais la citoyenneté, c'est un devoir. Être citoyen, c'est-à-dire croire en la nation, en un legs que nous avons depuis 3000 ans. Avoir une histoire généreuse. Nous avons 3000 ans d'histoire. On nous a appris une histoire en Poitiers. Il faut changer tout cela dans le calme et la sérénité. Il y a des choses obscures. On assume. C'est ça notre histoire. Il n'y a pas de pays qui peut vivre sans un récit national. Il nous faut un récit national. Le français dit Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est un marqueur identitaire pour eux. C'est comme on dit Yugurta, comme on dit Massinissa, comme on dit Lalat Fatman Soumer. Ce sont des marqueurs identitaires. Il faut expliquer que ça nous enrichit. Et à partir de ce moment-là, on n'en fait plus un fonds de commerce. Ça appartient à tout le monde. Et maintenant, il faut se mettre au travail. Donc, après le vivre ensemble, deux grands problèmes se profilent à l'horizon. L'économie, avec évidemment le gros problème de l'énergie, la transition énergétique. On ne sait pas où on va. Je disais tout à l'heure à un de vos collègues de la chaîne 1 qu'on ne fait rien, que nous n'avons pas de modèle énergétique, on ne sait pas où on va. On est en train de cramer les dernières bulles de gaz et de pétrole et en ne laissant rien pour les générations futures. Si on continue à ce rythme, dans 20 ans, nous n'aurons pas de pétrole et de gaz. J'ai eu des problèmes avec le gouvernement Sellel, parce qu'à un certain moment, il m'a demandé de l'aider, parce que j'étais contre le gaz de schiste. Je l'ai dit. Alors les gens ne comprenaient pas. Qui vais-je conseiller? Il lui tire dans les pattes. J'ai dit non. Je vous parle en tant qu'universitaire, en tant que scientifique. Le gaz de schiste, dans les conditions actuelles, c'est une calamité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une richesse. C'est une richesse. Nous allons l'exploiter le moment venu, quand la technologie sera mature, quand elle ne détruira pas le Sahara. Le Sahara, c'est un écosystème. Il y a une faune, il y a une flore, il y a des gens qui sont là depuis la nuit des temps. Vous demandez à quelqu'un d'Ain Salah, est-ce que si vous avez un choix entre l'eau et le gaz, il n'y a pas photo, il dit que c'est l'eau. Donc à partir de ce moment-là, quand vous mettez en place un modèle énergétique, avec des états généraux, le citoyen donne son avis, parce qu'au moment de l'application, il sera là pour appliquer. C'est ça l'éco-citoyenneté. Quand il aura compris les enjeux, il va adhérer. Ce n'est pas que le bailek. Non, il n'y a pas de bailek. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. C'est les générations futures. Et il faut rapidement mettre en place cette transition énergétique. Sinon, ce sera le chaos. Pourquoi ce sera le chaos? Parce que nous n'avons pas d'autre rentrée en devises. Nous avons consommé 1000 milliards de dollars en faisant du social. Nous n'avons pas créé de richesse. 1000 milliards de dollars. On peut reprocher énormément de choses à Boumediene. C'est un sanguinaire, c'est tout ce que veut. Mais en tant qu'homme d'État, il a fait des choses. Il a construit l'État. Vous savez que la capacité de raffinage du pays, de créer le pétrole, elle date de Boumediene. Boumediene même meurt en 1979, on a tiré les rideaux. Depuis 40 ans, on n'a rien fait. On a bricolé. Mais les 25 millions de tonnes de pétrole actuels de raffinés, on est bien content de les avoir. Boumediene disait la chose suivante. On vend de l'amont pour avoir de l'aval. Maître Boumediene, on n'a fait que vendre.
On n'a pas créé de la richesse. 65 à 78, nous avons gagné 22 milliards de dollars. Et le tissu industriel, ou ce qu'il en reste, date de Boumediene, 22 milliards de dollars. De 2000 à 2019, 1000 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne suis pas là pour faire le procès, mais c'est pour dire qu'il faut changer. Le plus vite serait le mieux. Le troisième point, et non des moindres, il faut revoir le système éducatif. Totalement. Un mot, place à l'intelligence, la chasse à la démagogie. À partir de ce moment-là, nous allons créer les conditions pour qu'on ait un citoyen fier de son identité. C'est ça qui est important, fier de son identité. Avec un islam maghrébin, parce que pour nous, c'est un marqueur identitaire, l'islam. Mais pas un islam fond de commerce. Pas un islam du Moyen-Orient. Notre islam de 1500 ans, 1400 ans, de vertu de tolérance, c'est un islam qui capte ce qu'il y a de bien chez l'homme. Ce n'est pas un islam qui refoule les gens. Ça, on sait y faire. Mais l'école doit être tenue soigneusement à l'écart de toutes ces perturbations claniques ou religieuses. C'est une chose trop importante pour pouvoir la bricoler. Donc réussir l'école. Remettre en place une université du savoir, de la connaissance, où on respecte l'individu, où le fait de réussir, d'échouer au bac, ce n'est pas une fatalité. J'étais secrétaire général de l'enseignement supérieur il y a un peu longtemps de cela. J'avais mis en place l'université de la formation continue, celle que vous avez, qui a été totalement déviée de sa mission initiale. Pour dire, on l'appelait l'université de la seconde chance, pour mettre en place la possibilité de l'émouchement de tout le monde. Il ne faut pas que quelqu'un quitte l'université par l'échec. Il ne faut pas que quelqu'un fasse la formation professionnelle et pour lui, c'est terminé. Non, il faut lui mettre les conditions d'évoluer. Mais le savoir, la compétence, il n'y aura pas de zigzag. Ou vous êtes compétent, ou vous n'êtes pas compétent. Et c'est ça dont l'Algérie a besoin. Et c'est ça ce qu'attend le peuple. La transparence dans les actions. Faire en sorte que c'est le meilleur qui passe. Et que dans tous les cas de figure, on puisse pouvoir avoir un avenir pour ces générations qui sont dans l'attente. Voilà donc un peu en introduction ce que je voulais vous dire. Bien, merci professeur Chitour. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit que pendant les années du terrorisme, on a tout fait pour que l'Algérie reste debout. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que cette même Algérie reste debout? Actuellement, on a un chef d'État intérimaire après la mise en place de l'article 102. On a une opposition divisée entre l'adhésion et le rejet des élections. Et on a une population déterminée à revendiquer les besoins intérieurs. Qu'est-ce qu'on doit faire devant cette Alors, je vais d'abord prêcher pour ma paroisse. À Polytechnique, mes élèves sont en grève. Alors, j'arrête pas de leur dire, continuez à faire la grève, mais faites comme les Japonais. Mettez un brassard. Je suis en grève, mais je vais doubler d'efforts pour apprendre le maximum. Bon, ça ne porte pas encore, mais moi, je suis d'un naturel en quelque sorte belge, comme on dit. Je reviens à la charte. Donc nos élèves, nos étudiants doivent pouvoir continuer à se battre pour une Algérie meilleure. Il faut les écouter. Mais d'un autre côté, l'Algérie a besoin d'eux le plus rapidement possible. Vous savez, l'université est en panne depuis 2 mois. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Non. Ça va coûter. Ça coûte de l'argent. Et surtout, on ne va pas brader les diplômes. Ou là, on va continuer comme avant. L'Algérie est classée 5 millième, l'université algérienne. 5 millième.
Donc, s'agissant des élèves, des ingénieurs, pardon, des étudiants, il faut trouver le moyen de continuer à protester, mais en essayant d'aller le plus rapidement possible aux enseignements pour pouvoir faire en sorte que l'université tourne. Deuxièmement, vous me parlez d'opposition. Honnêtement, pendant 20 ans, le pouvoir a stérilisé la scène politique. Il a joué la division. Vous avez une cinquantaine de partis qui ont jailli du néant. Quelle est leur valeur ajoutée? Quel est leur poids réel? Nous avons un électorat volatile, donc on ne sait pas ce qu'ils valent. Quel est le poids تاعهم? Est-ce que c'est le poids des individus ou le poids de l'étiquette qu'ils ont? On ne sait pas. Ceci étant dit, à titre personnel, ce sont des personnalités respectables. Mais je crois pouvoir dire, avec tout le respect que je leur dois, que l'approche personnelle prend le dessus sur l'approche globale. Chacun essaie de se placer, pas tous. Ce qui veut dire que c'est encore diffus, c'est pas clair. Mon sentiment, en ce qui concerne le mouvement actuel, c'est que le système est embuté. Et c'est dommage qu'il continue à s'entêter à rester. Il faut passer la main d'une façon élégante. Je me souviens en 2014, avant le 4e mandat, j'avais fait un article où je disais le président doit sortir par le haut, il faut qu'il s'en aille. J'avais dit éloge de l'alternance. Et j'avais expliqué que nous sommes en l'an 2000. C'est une nouvelle population. Les légitimités d'avant, aussi respectables soient-elles, sont dépassées. J'avais dit pas de 4e mandat. On n'était pas nombreux à le dire. Nous avons même quelques petits soucis. Mais il fallait dire ça, honnêtement. Pourquoi j'avais le dit? Je n'attendais rien du système. Mais j'attendais beaucoup de l'avenir de mon pays. Je disais qu'il faut qu'il s'en aille. Vous regardez l'expression éloge de l'alternance. D'ailleurs, si vous regardez sur Internet, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'articles. Je dis, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je peux me tromper, il y a un débat, mais on ne nous a pas permis de parler. Donc, si vous voulez, le 5e mandat, c'était d'abord le mandat de trop. Le 4e mandat, c'était le mandat de trop. Deuxièmement, chose qui est très grave, c'est qu'on met en première ligne la Constitution. Mais qu'est-ce que c'est que la Constitution? Qu'est-ce que c'est que la Constitution? C'est en quelque sorte des règles de citoyenneté. Nous voulons vivre ensemble. Nous mettons en place un projet de société. Quel est le pouvoir législatif? Quel est le pouvoir exécutif? Quelle est la part de responsabilité de chacun? Bien. La Constitution de Zerwell, c'est une belle Constitution. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On l'a détricotée, on l'a cassée, on l'a violée. Alors, avoir beaucoup, en quelque sorte, de réticence en disant non, il ne faut pas toucher la Constitution. Qu'est-ce que c'est que la Constitution? C'est un papier comme les autres. Je me souviens, là encore, à ma grande honte, enfin, parce que par la suite j'ai compris que le système nous instrumentait. En tant que personnalité nationale, M. Ouihia, qui était directeur de cabinet, m'a demandé mon avis sur la Constitution. Donc j'ai fait un pavé d'une 30aine de pages que j'ai ramené. Je disais, voilà ce que je crois être bon pour mon pays, pour la Constitution. Il m'a reçu à la présidence. Au lieu de rester 20 minutes comme le protocole l'exigeait, je suis resté 1 heure avec lui. Parce qu'il a débordé des 20 minutes. Je lui disais, voilà ce qu'il faut faire. Et prenez des notes. C'est très gentil. Mais ça ne suffit pas. Rien de ce que j'ai proposé
un conseil supérieur de l'éducation, un conseil de l'énergie, faire en sorte qu'on puisse pouvoir avoir des défenses immunitaires. Quelles sont les défenses immunitaires de ce pays? Une bonne éducation. Avant tout, une bonne éducation. La bonne éducation. Et ensuite, nous avons un viatique. Et on ne sait pas l'utiliser. Vous imaginez comme nous sommes dans le viseur de tout le monde. Il ne faut pas voir que nous sommes hna. C'est un point. L'Algérie à l'échelle du monde, c'est quoi? C'est un marché de 60 milliards de dollars. Point. Ce n'est pas un marché du savoir, de la compétence. La seule fois où l'Algérie, après l'indépendance, a montré qu'elle valait quelque chose, c'est le 22 février. Nous avons étonné le monde. Tiens, un pays qu'on a rangé dans les zones grises, voilà qui se réveille, qui relève la tête. C'est un pays qui donne des leçons aux autres. À telle enseigne que des députés en France, prenez exemple sur ce qui se passe en Algérie. C'est une belle révolution. Un jour, on fera des thèses là-dessus. Très important. Mais, à un moment ou à un autre, il faut écouter ce peuple. Il y a 2 mois, bien avant le 22 février, j'avais fait un article où je dis « Prière à ceux qui nous dirigent, écoutons le peuple ». Pas à titre personnel, c'est tout le système en lui-même. C'est tout le système en lui-même. Ce matin, j'écoutais des jeunes avocats qui ont décidé, avocats et juristes, on ne fera pas les élections. Et il expliquait pourquoi. Quand on fait les élections, ça marche bien, on contrôle jusqu'au bout. Ensuite, on remet au wali. Et c'est là que la triche commence. C'est très grave. Le juge lui-même qui dit « je ne contrôle pas, je ne valide pas ». Puisque je ne contrôle pas, je ne valide pas. C'est le wali, c'est là que la triche commence. Nous n'avons jamais eu d'élection propre et honnête depuis 62, sauf la parenthèse Zerouel. Les gens ont adhéré. En tout cas, j'étais de ceux qui ont dit « nous voulons que nous sortir de l'ornière ». D'ailleurs, il a fait sa fameuse constitution où il disait la chose suivante. 2 mandats. Ses conseillers lui ont conseillé de laisser open. 2 mandats. C'est là où on est venu ensuite, on a détricoté en 2008, kassar. Donc personnellement, article 7, article 102, moi, je vais demander à nos juristes de faire preuve d'imagination. Je fixe la cible. Comment y arriver sans trop casser la Constitution? Mais si on doit la casser, on la casse. C'est un nouveau projet de société que l'on veut mettre en place. Et ce projet de société, s'il faut revoir la Constitution, parce que dans tous les cas de figure, elle sera revue. Le nouveau président, il va la revoir. Donc, il ne faut pas partir du principe qu'il faut être frileux. Moi, je suis de ceux, et je fais un appel, pour qu'on ne perde pas de temps. Parce que du point de vue économique, la situation est très délicate. Nous avons une démographie galopante. Nous avons une inflation qui est en train de grandir. Nous avons un taux de croissance que la Banque mondiale a encore révisé à la baisse. Il était 2,5 ou 1,9. Vous ne pouvez pas dire que non, mais nous vivons dans un environnement international. Il faut tenir compte de nos partenaires. Pour le moment, ça marche. Le gaz s'en va. Le pétrole s'en va. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand l'Algérie du million de martyrs va se tenir le ventre parce que sa loi des finances est indexée sur le prix d'un baril de pétrole? Elle n'est pas indexée sur la production intellectuelle. Vous savez, un pays comme l'Inde, qu'est-ce que c'est que l'Inde? 1,5 milliard d'individus.
ils sont en train de faire les élections. Vous savez ce qui se passe? Il y a 10 millions de personnes qui s'occupent des élections. Elles vont durer un mois et demi. Pour élire, il y a combien de personnes qui vont voter? 900 millions de personnes. Combien de machines pour le vote? 1 700 000 machines pour le vote. Et faire en sorte que le bureau de vote soit au minimum à 2 km de l'électeur potentiel. L'Inde produit 40 milliards de dollars de logiciels par an. 40 milliards de dollars de logiciels. Les scientifiques indiens Gaadin en Iran, en Inde, ils travaillent pour les sociétés américaines la nuit, parce qu'il fait jour aux États-Unis. Mais ils ont 40 milliards de dollars. C'est ça la valeur ajoutée. Les 3 grands groupes GAFA, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, 650 milliards de dollars. Pratiquement 4 fois l'Algérie. Ce sont des sociétés immatérielles. Elles ont été créées après l'an 2000. Elles ont été créées après l'an 2000. L'intelligence artificielle. Pourquoi le Hirak a réussi? Parce qu'on s'est appuyé sur Facebook. C'est tout ça. Donc nous avons une jeunesse capable de pouvoir, en quelque sorte, mettre en place les technologies du futur. Donc il ne faut pas avoir des réflexes du siècle dernier. C'est terminé. Nous sommes au 21e siècle. Place, encore une fois, à l'intelligence. Il faut rapidement libérer le peuple, mettre en place un comité de sages. C'est ce comité de sages. Et là, je fais un appel à tous les anciens qui ont un savoir, une compétence et une intégrité. S'il vous plaît, pas de jeu politicien. Il s'agit de l'avenir du pays. Je peux mettre entre parenthèses mon parcours. Je n'ai plus de parcours, mon avenir est derrière moi. Mais si je peux donner encore service, si je peux encore rendre service à mon pays, pendant 6 mois, je m'adresse à l'ancien président, Zerouel, je m'adresse aux anciens chefs de gouvernement, Ben Bitour, Sifi, comment il s'appelle, Si Hamrouj. Ce sont des gens qui ont donné à ce pays. Ils peuvent faire ce truc intérimaire. Dans ces conditions, rien n'interdit aussi de prendre des gens au-dessus de tout soupçon sortant du Hirak. Pas de problème. Mais attention, nous n'avons pas besoin d'agitateurs professionnels. Il y en a. Faisons gaffe. Comme c'est une période transitoire, quelques mois, 7-8 mois, pour que d'ici la fin de l'année, on puisse avoir en toute sérénité des élections propres et honnêtes. On peut le faire. Et dans ces conditions, ça peut très bien se faire et il ne faut pas perdre de temps. Nous perdons du temps. Et la responsabilité de cette perte du temps est due au fait qu'on n'a pas encore libéré le peuple. Libérer le peuple, c'est lui permettre de changer de logiciel. Il faut changer de paradigme. Khlas, c'est en barakat. Le congrès de Tripoli, on a raté le tournant, bon, il faut le remettre sur rail. Il faut reconstruire ce pays. Il ne peut être reconstruit qu'avec vous, la jeunesse. Si nous, et je me considère comme un ancien, on peut encore stimuler un peu ce que je fais avec mes élèves polytechniques. C'est une bonne chose. Mais c'est votre avenir. Il s'agit de 2030, même de vos enfants. Est-ce que vous allez leur laisser un pays ouvert à tout vent ou un pays en ordre de marche? C'est ça l'interrogation qu'il faut se poser. Vous estimez donc, professeur Chito, que les élections prévues pour le 4 juillet sont précoces? À partir du moment où vous parlez de précoce, ça veut dire qu'on peut les décaler. Moi, je vous dis, il faut que le système s'en aille. Donc, il n'y aura pas de 4 septembre. Si l'entêtement reste la détermination du peuple, l'entêtement du pouvoir, où va-t-on comme ça, professeur Chito?
Écoutez, je refuse de croire que les personnalités qui sont actuellement au pouvoir n'aiment pas l'Algérie. On leur dit qu'on est embuté, que ça ne peut pas se faire. Et qu'en tout état de cause, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour ce pays. S'ils veulent sortir par le haut, c'est le moment. C'est pas bon. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont infiltrer. Et plus on continue, plus l'infiltration sera importante. Vous savez, il y a un grand communiste français qui s'appelle le grand communiste français, du Parti communiste français. Voilà, Torres. Il faut savoir arrêter un mouvement de grève. Et pourtant, spécialiste des grèves. Quelqu'un, un moment ou un autre, classe. Alors, je pense qu'au niveau du Hirak, on puisse pouvoir mesurer rapidement. Mais surtout au niveau du Hirak, il faut qu'il y ait des représentants dignes. Non pas ceux qui sont là de circonstances, mais ceux qui ont une valeur ajoutée, capables de pouvoir dialoguer avec le pouvoir. Mais ensuite, il faut préparer l'après-élection. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Comment remettre ce pays sur rail? Nous avons une transition. Personnellement, je pars du principe que 3 mois, c'est impossible. Parce qu'il faut réviser toutes les lois électorales. Et donc, d'ici septembre, octobre, novembre, peut-être le 1er novembre, c'est une date symbolique. Dire que les élections, un nouveau départ, le 1er novembre 2019, les élections, ça nous donne le temps de respirer, de faire les choses dans le calme et la sérénité. Et si les dirigeants actuels pouvaient faire, entre guillemets, un cadeau au pays à la veille du Ramadan, c'est d'accompagner le processus. Proprement. On n'est pas là pour régler des comptes, on est là pour donner un avenir à cette jeunesse. Et c'est possible. Que peut faire l'ANP actuellement? Comment peut-elle accompagner ce mouvement? Est-ce qu'elle a les moyens de le faire? Est-ce que la Constitution lui permet de le faire? Écoutez, l'ANP, ce sont des universitaires, il faut bien le savoir. Il y a beaucoup d'universitaires à l'intérieur. Il ne faut pas croire l'ANP, c'est uniquement une force de répression, une force qui est là pour la force. Non, il y a beaucoup d'intellectuels. Je me souviens, pendant la décennie noire, il fallait montrer qu'il y avait une activité pédagogique, scientifique dans ce pays. On m'a demandé d'aller faire une conférence à Cherchell. Je suis allé à Cherchell. C'était un souvenir très important parce que quand j'étais sorti de Cherchell en tant que sous-lieutenant, c'était 25 ans auparavant, j'ai retrouvé donc Cherchell et le général commandant l'école m'a présenté aux élèves. La conférence a duré 3 quarts d'heure. Exceptionnellement, il y a eu un débat. Généralement, chez les militaires, il n'y a pas de débat. Donc, ils ont parlé. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et ces gens-là, ces jeunes qui étaient sous-lieutenants, c'est peut-être des généraux, c'est peut-être des colonels. Je me souviens, j'étais enseignant à Coléa. J'ai des élèves qui sont maintenant généraux. Donc, il ne faut pas dire que l'armée est monolithique. L'armée est citoyenne. Quand l'armée décide, ok, il y a un chef, mais il y a quand même la sensibilité en tant que citoyen algérien. Je veux dire que l'armée, elle a les prérogatives. C'est la défense immunitaire du pays aussi, la protection du pays, et c'est très important. C'est une mission très difficile. Et moi, je salue l'armée parce que de plus en plus, on est en train de sortir de l'armée d'Al-Boundoukia. Et ça me plaît beaucoup. Vous savez que les nouvelles guerres, vous ne voyez plus votre ennemi. Vous êtes dans une salle climatisée, vous lui envoyez une ogive à partir d'un satellite, d'un drone. L'armée a totalement changé. Et ce qu'il y a de bien, c'est que notre armée est en train de s'inscrire dans cette démarche. Ça, c'est très bien. Mais elle doit accompagner. Elle doit accompagner. Elle ne doit pas inférer.
comment elle va rapprocher les points de vue. Si, mon sentiment, si le général de corps d'armée dit mais attention, la situation du pays, non pas pour faire peur, le truc étranger, il y a toujours l'élément étranger, on le sait. C'est à nous d'être vigilants pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de gens étrangers. Mais plus vite on sortira de cette situation, plus vite on ne permettra pas aux étrangers de pouvoir interférer. Je crois, personnellement, et mon sentiment, c'est qu'il faut qu'ils aident à la solution, mais pas d'une façon monolithique, la Constitution. Nous avons des juristes capables d'interpréter. J'ai écouté sur la chaîne Tana, un débat des juristes entre eux. Alors qu'on peut très bien penser, je ne sais pas ce que ça vaut, s'il y a des juristes parmi vous, on peut très bien penser que le président actuel démissionne. Mais avant qu'il ne démissionne, il faut que lui-même fasse, en quelque sorte, remplace le président du Conseil constitutionnel. Il va nommer une personnalité maqboula. Le président actuel nomme une personnalité maqboula taraf al-Hiraq, pardon. À partir de ce moment-là, ensuite, lui, il démissionne. Ce qui fait que la personnalité, le président du Conseil constitutionnel nouveau, peut prendre sa place. Maintenant, il faut voir du point de vue juridique si c'est possible, cette acrobatie-là. Maintenant, même si ce n'est pas possible, la Constitution, ce n'est pas le Coran. On peut, si c'est ça l'avenir du pays, nous avons trituré cette Constitution 8 fois en 57 ans. Une fois de plus ou une fois de moins. Si c'est pour la bonne cause, pourquoi pas? Mais لازم يكون فيه إجماع. لازم نكونوا راضيين على بعضنا بعض. Que l'armée soit consciente que, à la limite, si c'est ça le bonheur de ce pays, ainsi dit, je casse la Constitution encore une fois de plus, mais je remets le train sur rail. Je peux remettre le train sur rail. Et c'est possible. Et surtout, ne perdons pas de temps, parce que les défis sont énormes. Merci, professeur. J'ouvre la tribune à mes confrères journalistes s'il y a des questions. Oui, allez-y, madame. Bonjour. Je voudrais revenir sur la question de... Pouvez-vous vous présenter? Oui, c'est Lamia Boufassa du Courrier d'Algérie. Je voudrais revenir sur... Oui. Sur l'Assemblée constituante. Beaucoup de personnes refusent la tenue d'une Assemblée constituante sous prétexte qu'on va remettre le débat sur les constantes, sur l'idéologie, sur l'islam et tout ce qui s'ensuit. Mais le peuple, il a prouvé sa maturité. Donc, quel est votre avis là-dessus? Écoutez, ce que vous dites là, l'Assemblée constituante, je voudrais simplement faire un petit rappel. Quand le bureau de Tlemcen a pris le pouvoir en 62. Bon, d'une certaine façon, c'est le premier accro, en quelque sorte, concernant le congrès de la Soumam, qui avait tout prévu, si vous regardez bien le congrès de la Soumam. Je demande aux jeunes de lire le congrès de la Soumam. Vous allez voir comme c'était cohérent, simple, et pourtant c'était pendant la guerre. Bref. Le bureau de Tlemcen prend le pouvoir. Il met en place une assemblée constituante. Ils mettent à leur tête le président Farhat Abbas. Ensuite, une année après, en 63, ils votent une nouvelle constitution dans le fameux cinéma majestique. Que fait Farhat Abbas? Si c'est ça que vous voulez faire, c'est pas avec moi. Attendez, ça n'a pas, tout ça pour vous dire comment ce peuple a été malmené. C'était en 63.
En 1976, il y a eu 3 grandes personnalités du mouvement national. Ben Youssef Ben Khedda, Hussein Lahwal, Khaireddin. On fait un manifeste en 1976 contre Boumediene, disant non, vous n'avez pas le droit de faire ce que c'est. Résultat des courses, ils ont été arrêtés. Et mieux encore, Farhat Abbas, il l'a envoyé au sud. L'autre, on leur a coupé la paye. Bref, pour vous dire que le mouvement, on ne s'est pas arrêté d'attirer l'attention. Mais chaque fois l'armée est intervenue, c'est elle qui a ramené Chedli. C'est elle qui a fait ramener, entre guillemets, Allah yarhamou, Boudiaf. Ensuite Zerouel, ensuite Bouteflika. Donc on ne peut pas dire qu'elle est sortie du système. Maintenant on lui demande d'accompagner. Nous avons besoin de l'armée. Vous ne pouvez pas couper l'armée du peuple parce que c'est une armée populaire. Mais ceci étant dit, pour répondre à votre question, nous ne sommes pas en régime établi comme on dit en physique. Nous sommes encore dans une phase fluctuante. Alors, c'est au prochain président, une fois qu'il a la légitimité des urnes, de pouvoir de prendre le temps qu'il faut pour mettre en place une constitution. Et cette constitution est l'émanation d'un projet de société. Nous sommes au XXIe siècle. Qu'est-ce qu'être algérien au XXIe siècle? C'est un débat très important. Où est-ce que nous voulons? Quelle est la place de la religion? Quelle est la place de l'identité? Quelle est la place de Temazir? Quelles sont les contraintes à l'échelle internationale? Et c'est un problème mathématique de recherche opérationnelle, trouver en quelque sorte la meilleure place pour que, dans le calme et la sérénité, on puisse avoir une constitution. Mais ceci étant dit, si vous regardez les constitutions algériennes, dans l'absolu, elles ne sont pas mauvaises. Où est-ce que ça ne marche pas? C'est en application. On ne respecte pas notre constitution. On lui tord le cou d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est au nouveau pouvoir, pour répondre à votre question, qu'échouera le problème de la mise en place d'un projet de société qui va déboucher sur une constitution. Voilà. Merci, professeur. Oui, madame. Assia Bousta du quotidien Horizon. Professeur Chitoul, vous avez nommé quelques personnalités qui pourraient prendre le comité des sages. Mais il se trouve que ces personnalités font partie du système et pourraient être contestées par la rue. Attendez voir. Qu'est-ce que vous appelez contesté par le système? Même si elles sont à la retraite, elles font partie du système? D'accord, mais il faut à un moment ou à un autre trouver une solution. Est-ce que vous croyez que moi, en tant que professeur, ou à un certain moment, j'ai aidé le système à perdurer? Est-ce que je fais partie du système ou pas? Est-ce que le fait d'avoir servi mon pays me rend complice de la politique du système? Vous savez, il y a plein de citoyens honnêtes. Pour que l'Algérie tienne debout, il faut quand même... Tout le monde n'est pas pourri. Tout le monde n'est pas pourri. Il y a certainement des compétences, des savoirs. Qu'est-ce que vous appelez le système? À partir du moment où on définit le système, c'est quoi? Le système, c'est quoi? Parce que c'est une question philosophique, ça. Qu'est-ce que c'est que le système? Est-ce que c'est les 2000 ou les 200 personnes qui se sont enrichies? Mais ça, les 200 personnes qui se sont enrichies, pourquoi? Parce que quelque part en haut, leur a permis de voler. Mais la superstructure du pays, les hauts fonctionnaires, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont des pourris. C'est un Hakmin Erkaïs. Le fait qu'on ait de l'électricité ici, c'est parce que nous avons un bon PDG de Sonelgaz. Il fait avec ce qu'il a. La politique énergétique est désastreuse, mais on est content qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait de l'eau, que ça fonctionne. Et c'est un miracle que malgré toutes les perturbations, le pays tient debout. Les gens ne comprenaient pas qu'avec la décennie noire, on arrivait à tenir quand même l'Algérie debout.
Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a certainement des personnalités au-dessus de tout soupçon. Il y a des gens, des technocrates, entre guillemets. Quand je prends le docteur Benbitour, c'est une référence pour moi. C'est une compétence, c'est ce qu'il est du système. Il a eu le courage de dire ça ne veut pas dire qu'il est du système. Il a cautionné le système, il a été Premier ministre, il a été ministre. Tout le monde n'est pas pourri. Donc il y a forcément des compétences. On ne peut pas... Parce que si vous faites les lagages, même pas walou. Donc à un moment ou à un autre, il faut choisir. Un gars comme Benbitour, un gars comme le précédent chef de gouvernement pendant la décennie noire, Sifi. Moi, c'est des technocrates. C'est des compétences. Un gars comme Hamrouj. Vous savez, Hamrouj, c'est le père des réformes. Il a essayé de faire. Mais ils l'ont cassé. Et c'est quelqu'un, si vous regardez, c'est quelqu'un al-Mutawada Kamel. Il ne s'est pas enrichi. Ce sont des gens qui ont leur fonction proprement dite. Maintenant, bon, il y a des pourris à donc. À un moment ou un autre, la justice passera, mais ce n'est pas le moment. Pour le moment, il nous faut quelques personnalités au-dessus de tout soupçon, plus aussi des représentants du Hirak, mais des gens au-dessus de la mêlée. Parce que si vous regardez bien, vous prenez, il y a des représentants qui étaient députés du FFC en BAD. Il a cautionné le système. Ensuite, il en est sorti. Il y a des gens qui peuvent, parce que si vous commencez à élaguer tout, c'est des règlements de compte. Or, nous avons besoin le mot chemel. Il y a un autocontrôle. D'autant plus que c'est une période restreinte. Ensuite, c'est les élections propres et honnêtes qui vont nous sortir l'homme nouveau. Quelqu'un qui, un bon père de famille, qui gère ce pays comme un père de famille, qui est là et qui n'est pas là pour s'enrichir, qui n'est pas là pour se servir, il est là pour servir. Et là, essayons, chacun d'entre nous, aussi bien du côté de l'armée que du côté du Hirak, que du côté de la société civile proprement dit, fasse l'effort pour avoir une solution de convergence. Une solution parfaite, vous ne l'aurez pas. Mais une solution moyenne, c'est possible. Donc la solution moyenne, professeur Chitour, c'est de mettre en place un comité des sages. Ah oui, le plus rapidement possible. Mais est-ce que la volonté du pouvoir, justement, est là pour mettre en place ce comité des sages? Ben écoutez, moi j'ai peur d'une chose. C'est qu'en poussant les... S'il vous plaît, mes amis. En poussant les gens... Qu'on puisse s'entendre. Pardon? Oui. Non, j'ai demandé qu'on puisse s'entendre. Allez-y, professeur. Il ne faut pas pousser les gens aux dernières extrémités. أنا خايف من حاجة تخنز الحالة. À force de pouvoir pousser, les gens vont commencer à être extrémistes. Laissons cette belle révolution. Gardons l'image là. Moi, je dis que nous avons tel mesure quand vous avez 3 ministres qui ont été empêchés de travailler à Béchar. Le peuple n'en veut pas. Quand vous dites les juges, on ne fera pas les élections. Avec qui vous allez faire les élections? Le peuple dit que je ne vote pas. Il y a un moment ou un autre, il faut bien quand même qu'on les écoute. On ne peut pas continuer à travailler contre le peuple. Ce qui va se passer, imaginez que l'université est bloquée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on prend le risque d'une année blanche. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Imaginez, je ferme, mais c'est la cata. Enfin, la catastrophe. On ne peut pas continuer comme ça. Imaginez que le système éducatif, l'éducation t'abaisse. Mais ça va être le chaos. Et où les institutions fonctionnent, alhamdoulilah. Nous avons montré à la face du monde que nous voulons être acteurs de notre destin. Que le système prenne acte du fait que nous devons passer au XXIe siècle avec de nouvelles légitimités, le savoir, la compétence, pas de mahsoubiyya, pas d'asabiyya, pas de népotisme, le savoir.
Parce que les légitimités historiques, classe, c'est la légitimité du savoir. Là, on peut s'en sortir. Laissons le rêve devenir réalité. C'est à ces gouvernants de comprendre cela. Oui. Des questions? Allez-y. On se connaît déjà. C'était plus rapide. Je vais essayer d'abréger parce que même je vais me faire connaître. J'hésite beaucoup à dire ce qu'il faut. Quand je mets le micro à Balladur, franchement. Vous posez votre question déjà. Je répète, vous m'avez entendu. Je me suis dit, voilà, je vais être bref. Les préparatifs déjà commencent quelque part dans nos régions. Et pourtant, je veux en arriver. Pourquoi ils se préparent? Le peuple s'est prononcé pour une deuxième république. Hein, nouvelle, bien, par des millions ou des millions, oui. À l'est, à l'ouest, du nord au sud, je pense. Alors, pourquoi des élections? Puisqu'ils se sont prononcés à ce pouvoir mécanisme, pourquoi des élections? La Constitution. C'est la question. Voilà, pourquoi des élections? Puisque le peuple s'est prononcé. Pourquoi les urnes? Je vais dire, vous allez dire vous-même. Pourquoi il y a ces urnes qui vont intervenir et que le peuple va encore aller voter? La raison. Pourquoi? Y a-t-il anguille sous roche? Voilà. C'est pas pour moi qu'il faut répondre. Vous savez, il y a un grand humoriste américain à qui on a posé à peu près ce type de questions, où il n'avait pas compris. Alors il a pris la précaution de dire, je vous réponds oui à votre question, mais quelle est votre question? Alors je veux essayer de comprendre un peu ce que vous voulez dire. En fait, le fait d'être contre le système, le peuple a voté, il a dit non, ok. Mais il faut quand même bien qu'il y ait une représentation. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Nous avons des responsabilités vis-à-vis de l'extérieur. Il faut faire fonctionner ce pays. Ce qui se fait de par le monde, c'est qu'il y a l'élection d'un président. On ne va pas sortir tout seul. Ou l'Indiroha comme comment ça s'appelle, les Libyens. Zamaher. Est-ce qu'on va accepter ceux qui vont être présentés? Voilà. Oui, j'ai compris. Donc il n'y aura pas d'élection. Là, vous partez du principe qu'on continue comme ça jusqu'au 4 juillet. Je vous dis, c'est une erreur. Jusqu'à présent, je n'ai rien compris de ce mouvement qui se prépare. Est-ce que ce sera l'ouragan ou là? Je me permets parce que je vous lis assez souvent dans votre rubrique. Elle est magnifique. Pourtant, et j'ai quand même plus de 30 ans dans la presse. Hein. Je vous connais. Bien, il va vous répondre. Je m'excuse. J'ai compris votre inquiétude. Je ne peux pas vous répondre à des questions où je n'ai pas de réponse. Ce que je sais, c'est qu'il n'y aura pas d'élection si on continue comme cela. Bon, il peut y avoir des élections si on change de fusil d'épaule. Et on peut le faire, c'est pas trop tard. Mais pour moi, la date du 4 juillet n'est pas fatidique. On peut décaler jusqu'au 1er novembre et c'est une date symbolique. Ça nous permet le temps de faire quelque chose de correct, dans le calme et la sérénité. C'est ça le problème. On ne peut pas demander tout et tout de suite. Le Hirak doit continuer sa pression. Mais à un moment ou à un autre, il faut qu'on sorte de cette situation. Actuellement, nous sommes comme ça avec le système. Moi, je veux bien croire que les gens qui sont actuellement dans le système, c'est quand même des Algériens. Ça veut dire quoi? À un moment ou à un autre, ils comprennent. Trouvez le moyen de partir d'une façon élégante. On peut vous aider avec les juristes, de telle façon à ce qu'on puisse aller vers cette transition.
dites qu'on peut prolonger la date du 4 juillet. Mais moi, je me pose cette question. Est-ce qu'avec un président intérimaire? Non. 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 J'ai dit la chose suivante. Je vais dérouler un scénario. Imaginez que le président de la République maintenant, à terme, va démissionner. Quand je dis à terme, c'est dans la semaine ou là dans les 15 jours ou là dans le mois qui suit. S'il démissionne proprement dit, c'est le président du Conseil constitutionnel qui va prendre la relève, d'après les textes. Si on veut suivre les textes de la Constitution, c'est ça. Pour éviter cela, des juristes vous disent le président de la République intérimaire va des présidents du Conseil constitutionnel. Et c'est là où intervient la liaison. On mettra une personnalité qu'on aura bien aléa. Une grande personnalité qu'on aura bien aléa. À partir de ce moment-là, ensuite, le président lui-même démissionne. Or, la Constitution dit que quand le président démissionne, c'est le président du Conseil constitutionnel qui prend la relève. Et là, nous allons avoir un président qu'on aura bien aléa. Il aura 6 mois devant lui, ou la 8 mois, calmement. Il va, d'une certaine façon, faire en sorte que le gouvernement actuel s'en aille. Il va mettre en place une équipe de technocrates, ça peut très rapidement se faire. Et les gens, ils vont préparer ces élections dans le calme et la sérénité. Mais dans tous les cas de figure, si la Constitution ne peut pas être tordue, on la tord. On en sort. On l'a bien tordu 8 fois. Une fois de plus ou de moins, si c'est pour la bonne cause. Mais allez, c'est extraordinaire. Donc c'est à cette seule condition, quand il y aura un président qu'on aura bien allé, c'est pour ça que je parlais de personnalité nationale. Ce qui est important, c'est le staff les rama pour préparer quelque chose de cohérent. Avec un staff technique des 4x4 pour maintenir l'Algérie à flot dans l'attente du nouveau président. Est-ce que, monsieur, est-ce que avec Ben Salah, lors de son discours, il a annoncé la mise en place d'une commission indépendante pour préparer et gérer les élections? Est-ce qu'on ne peut pas faire ce travail qui devrait être fait par un comité des sages, par cette commission indépendante? Il y a un problème de fond. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a plus la confiance. C'est un divorce. Non, enfin, je le dis comme ça, mais c'est comme ça. Il y a un divorce. Avec tout le respect que je dois jouer, c'est point. On n'est pas là pour régler des comptes. On est là, baraka. Le système a régné 57 ans. Il ne faut pas dire aussi que tout est négatif. Il y a quand même, n'oubliez pas, il y a 10 millions d'élèves dans le système éducatif. N'oubliez pas qu'il y a 1,5 million d'étudiants. Qu'est-ce qu'ils valent? C'est un autre débat. Mais ils sont là. Ce n'est pas tout à fait négatif. Quand je dis 1000 milliards, on n'a rien fait. Il y a eu un système éducatif. On a fait des choses. On a construit 4 millions de logements. On a donné de mauvaises habitudes aux Algériens. Ce n'est pas... Vous savez, quand je dis le système éducatif et le parent pauvre, des gens ont créé le nouveau satellite algérien qui a permis d'être envoyé dans l'espace, etc. Il y a des chercheurs actuellement qui sont en train de travailler avec la NASA. Qui c'est qui en parle? Par contre, vous entendez parler des joueurs qui sont à 4 millions de dinars par mois. C'est tout ça qui doit changer. Réhabiliter les valeurs. Esma'li, 4 millions de dinars par mois, c'est un salaire de professeur pendant 3 ans. D'un côté, vous avez des gens qui propulsent l'Algérie dans l'espace. Vous savez, nous n'avons pas l'air de vous rendre compte, mais excusez-moi le terme, nous ne méritons pas ce pays. Vous savez que c'est le premier pays d'Afrique
Il a toutes les richesses. C'est même le berceau de l'humanité. Il y avait un Algérien, entre guillemets, il y a 2,4 millions d'années, ici, du côté de Sétif, de Enhnesh. Donc nous n'avons rien à prouver. Par contre, ce trésor-là, il faut l'entretenir et l'enrichir. Et nous avons des ressources minières, nous avons tout ce qu'il faut et surtout, nous avons une jeunesse exubérante. 30 millions de jeunes en moins de 20 ans. C'est extraordinaire. Quand vous parlez avec les jeunes, ils ne savent pas ce que c'est que la révolution. C'est vrai. Mais le système a stérilisé la révolution. Au lieu de mettre en avant les pionniers de la révolution. Qui c'est qui a entendu parler de Mme Bouhiret? C'est des gens qui ont bavé et qui ne sont pas en première ligne. Je parlais tout à l'heure de Jamila Bouazza, qui est morte dans l'anonymat le plus strict. Le nombre de personnalités. Il faut réécrire l'histoire. Pas l'histoire Ta'adhef, une histoire généreuse de 3000 ans. Tout ceci pour dire, d'immenses chantiers nous attendent. Nous pouvons vaincre. Nous pouvons aller vers l'avenir. Mais on a le là, ce qu'on appelle en musique le là. Il faut démarrer. Charara al-oula, comme les gens de 54. Si une deuxième révolution n'arrive pas à comprendre que nous avons fait une première révolution, qui en 100 ans, vous savez, il y avait des thèses de doctorat sur la révolution algérienne aux États-Unis. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel à l'échelle de l'humanité. Comment un peuple, sans rien du tout, mais avec la foi dans le combat qu'il mène, a réussi à sortir la deuxième puissance de l'OTAN. Non pas par les armes, mais par la détermination qu'ils avaient, parce qu'ils savaient que c'était un grand combat. Léon. Donc à partir de ce moment-là, soyons à la hauteur des défis et faisons en sorte, s'il vous plaît, vous les jeunes, dans le sens du poil. Il faut aller travailler, il faut réfléchir, il faut baver, il faut passer des nuits blanches, mais il faut faire ça. Tout ce qu'on vous raconte à côté, c'est de la blague. Oui, je donne la parole à vous. Allez-y, parce qu'il y a d'autres journalistes qui veulent intervenir. Allez-y. On donne la parole aux autres, après on va venir vers vous. Vous me rassurez, vous venez d'annoncer, donner une solution qui tient avec. Je ne sais pas s'ils vont l'écouter. C'est une solution toute faite. Shukran. صباح الخير عليكم. الأولى, monsieur le professeur Shamseddine Chitour, vous avez venu de dire que l'Algérie est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que nous sommes encore des bébés. Et le général de Gaulle, Na'albou, avait dit les Africains sont de grands enfants. Bien. Et c'est vrai, nous sommes des enfants débiles et qui n'avons pas évolué depuis l'indépendance. Pour rappel, le 7 mars 1999, et vous avez une copie, dont le matin, je me suis élevé et j'ai donné ma contribution contre l'élection de Bouteflika. Tous les journaux privés, pour ceux qui ne le savent pas, ont été tous créés par la sécurité militaire et j'en suis témoin. Et tous les journaux, sans exception, ont refusé ma contribution. Il n'y a que le matin qu'il a contribué, vous avez une copie, parce que simplement, il y avait un jeune journaliste de permanence qui ne me connaissait pas. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Maintenant, quelques remarques. Vous avez dit que dans 20 ans, et on le dit souvent, qu'on n'aura pas de pétrole. Dans un siècle, il y aura du pétrole. Parce que pour votre information et pour l'information des journalistes, tout le pétrole qui va être découvert dans 20 ans ont été déjà découverts, et vous avez même, si pour ceux qui s'intéressent, j'ai des cartes, ont été découverts dans les années 50 par une technique qui s'appelle la gravimétrie et qui ne sont pas exploités, qui seront exploités dans 50 ans. Deuxième remarque,
Vous avez dit que Boumediene a construit. Boumediene a détruit avec la révolution agraire, la révolution industrielle. Il a détruit, il nous a détruit. Troisièmement, quand vous dites on fait appel à des personnalités, toutes les personnalités, sans exception, et je le dis, je prends la responsabilité, sont responsables de la catastrophe algérienne. Pour l'information des journalistes, sachez que les présidents, les veuves de présidents, les chefs de gouvernement, les ministres ont un salaire à vie. Ils sont fidiarham et ils touchent leur salaire. Ça, c'est votre constat, M. Boulbina. Posez votre question, s'il vous plaît. Alors, la question, elle est simple. Et je m'adresse donc au professeur Chitour, qui est vraiment au-dessus de la mêlée. C'est qu'il faut donner une solution qui soit adéquate. Nous sommes en Afrique, il y a une sagesse africaine. Le Soudan vient de nous donner l'exemple. L'armée, elle est incontournable. La solution viendra de l'armée si, comme vous l'appelez si bien, elle soit un peu raisonnée et elle donne raison à la rue pour trouver une solution adéquate. Et ce n'est pas avec les anciennes personnalités qu'on trouvera la solution. Et je vous demande, professeur Chitour, vous qui êtes entendu, d'appeler ces gens-là qui nous gouvernent à, si vous êtes une personnalité civile qui est quand même très respectée, faites un appel, et je vous le demande maintenant, faites un appel à ces gens-là qui nous gouvernent pour ne pas perdre du temps. Et c'est avec l'armée, et c'est la seule force qui puisse organiser quoi que ce soit dans le pays. Et je vous remercie. Merci, docteur. Merci. Je vais vous répondre à la dernière question. Si je fais l'appel, est-ce que vous êtes garant de me ramener des oranges à l'Harrach? Bon, ce que vous dites est vraiment très important. Je ne vais pas ouvrir une polémique avec vous sur l'énergie. Bon, j'enseigne l'énergie depuis 30 ans, donc je sais ce que c'est. Bien. Ceci étant dit, ce que vous dites, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens actuellement, excusez-moi le terme, qui crachent dans la soupe alors qu'ils ont tous un fil à la patte. Vous ne pouvez pas dire c'est un régime pourri si vous avez votre salaire de député et que vous y tenez. C'est un problème. Beaucoup de gens du Hirak là qui s'agitent, bon, ils sont dans cette situation. Vous ne pouvez pas dire que je suis contre le système quand vous avez encore votre traitement de ministre et que vous y tenez. Ça c'est important. Donc il faut que les choses soient dites. Là, je suis d'accord avec vous. Pour ce qui est de l'armée, vous avez raison. Je crois que le moment est venu de faire un appel, de dire on ne peut pas tout faire tout et tout de suite. Mais retenez ceci. Si la Constitution risque de plonger mon pays dans le chaos, je démolis la Constitution. C'est très important. Si la Constitution risque de démolir mon pays, je démolis la Constitution à la place. C'est un papier, ce n'est pas le Coran. Les rédacteurs l'ont fait dans un état d'esprit. Et donc, dans ces conditions, je préfère encore mon pays à la Constitution. Et c'est possible. Oui, ça va. Le docteur Boitou, depuis tout à l'heure, il attend. On va vous donner la parole. Bonjour, Rim Nasri du Soir d'Algérie. Professeur Chitour, vous avez évoqué, décrit et expliqué un scénario qui peut se faire si l'actuel président démissionne, désigne d'abord un président pour le Conseil. Non, d'abord, il fait démissionner le Conseil constitutionnel. Oui, c'est ça. Bon, vous avez décrit ce scénario qui va permettre de mettre en place une personne propre, neutre, pour assurer la transition. Si ce scénario ne se réalise pas, il faut donc tordre, comme vous dites, la Constitution. Comment peut-on tordre une nouvelle fois cette Constitution pour assurer la Constitution, la transition, pardon. Oui, j'ai compris. Là, il faut aller vers des solutions radicales. On sort de la Constitution, on va vers le politique. Les personnalités, on peut avoir 7, 8, 10 personnalités, on fait un appel à ces citoyens.
Vous avez servi le pays dans des conditions difficiles. Le pays a besoin de vous maintenant. Vous êtes 10, vous êtes 20 personnes. أنا راضيين عليكم. تفاهموا. Mettez en place un triumvirat, 3-4 personnes. J'ai lu dernièrement, par exemple, une contribution où on parlait de Mme Bouhirad. Non pas en tant que technicienne, ce n'est pas son affaire. Mais il y a Baraka, elle est là pour dire que nous changeons de fusil d'épaule, que nous allons vers les valeurs. On a parlé d'elle, on a parlé d'un ancien juriste qui s'appelle Ali Haroun, Maître Ali Haroun, qui pourrait, techniquement parlant, aider. Évidemment, il y a toujours le fameux rappel du président Zerouel. Ah bon, il se met. C'est là qu'il y a derrière le comité de sages. Oui, c'est un comité de sages qui est là, n'oubliez pas. Il n'est pas pour être installé à vie. Il est là pour quelques mois, faire en sorte qu'on prépare dignement les élections, qu'on aura bien. Ramadan, on le passe bien parce qu'on sait que le Jazair amana, fi ayadi amina. C'est-à-dire que l'Algérie est entre de bonnes mains. À partir de ce moment-là, on aura rien à la bad. Et on va fermer la porte à toutes les interventions extérieures. Parce qu'il y a un jidar, il y a un mur. Et à partir de ce moment-là, le train continue à fonctionner. Et les gens vont vivre dans l'espoir d'une nouvelle Algérie. Avec un nouveau président, avec des jeunes. Il nous faut des 4x4. Vous savez, je suis passé pratiquement dans tous les médias. J'ai dit place aux quinquas, place aux cadras. Les quinquas, c'est ceux qui ont 50 ans. Les cadras, c'est ceux qui ont 40 ans. Il faut une nouvelle jeunesse, pas n'importe qui, entre guillemets. Des quinquas très brillants, Kainin. Il faut leur donner la chance. Mais pas des jeunes propres. Les jeunes, il faut les former d'abord. Mais je dis, ce n'est pas parce que tu harques les foules, vous connaissez 200 mots de la langue de bois que je vous donne une responsabilité. Non. Je donne la responsabilité de ce pays dans un domaine donné à une compétence. Pas celui qui agite les foules. Celui qui agite les foules, on lui demande d'abord d'avoir un savoir. Quelle est sa valeur ajoutée? Où est-ce que le bled هذه ماشي remuer l'imaginaire. Sinon, on va passer d'un système à un autre. À savoir, il y aura un accaparement de la volonté du peuple par des agitateurs professionnels. Il faut éviter ça. Mais il n'y a que la compétence qui doit passer. Tout le reste ne doit pas passer. Oui. Bonjour. En tout cas, je pense que M. Chitour a tout dit. Il a fait un diagnostic et on ne peut pas se projeter, bien sûr, dans l'avenir toute stratégie sans avoir fait au préalable. Moi, je ne suis pas politique, je n'ai pas, disons, de recommandation. Moi aussi, je ne suis pas politique. Non, je veux dire, non. Ce que je voulais dire, non, mon intervention, M. Chitour a donné des chiffres qui doivent quand même... qui doivent quand même donner beaucoup à réfléchir. Il a dit 2/3 génération que j'ai formée sont à l'étranger. C'est bien d'entretenir un débat politique, de créer un comité de sages, et l'économie ne doit pas être en panne. Moi, ce que je dis, toute cette diaspora qui, au jour d'aujourd'hui, il y en a même qui reviennent, parce qu'ils ont un espoir, qui reviennent pour participer à cette mutation. Est-ce que, avec ce comité des sages, on ne peut pas l'adosser à des gens qui veulent exprimer, bien sûr, qui veulent projeter l'avenir de ce pays, et le professeur Chitour l'a si bien dit, et comment entretenir ce potentiel scientifique et technique, et comment peut-être institutionnaliser. Il a parlé des comités, des conseils supérieurs, au niveau de cette constitution. C'est-à-dire, on est dans un débat d'idées. J'ai remarqué que sur tous les plateaux, c'est bien de parler, on a dit, on redit. C'est du réchauffé, Barca, maintenant,
il faut tout changer. Mais moi, je pense qu'un le débat aussi essentiel doit avoir des projections, bien sûr, économiques, et comment on peut assurer, durant cette période de transition qui risque d'être longue, entretenir justement sous quelle forme. Ça va, j'ai compris, tu peux arrêter. Bon. Alors, je vais te répondre à ta question. C'est vrai que je n'ai pas parlé de la diaspora. Une petite information, Bark. Il y a 2 ans, j'ai fait une conférence à Polytechnique de Montréal. La moitié de l'amphi, c'était mes élèves de Polytechnique d'Alger, qui sont là-bas maintenant professeurs, directeurs de recherche, etc. Tout ça pour vous dire que nous avons une diaspora de qualité. L'un des les grands patrons de la robotique, Toumi, qui a fait Polytechnique et l'USTHB. Il est au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Il y en a comme ça. Cette diaspora est partie prenante de ce pays. On n'est pas là pour dire pourquoi vous êtes parti. Moi, à distance, j'ai besoin de votre cerveau. Je n'ai pas besoin de votre présence physique. Donc on peut leur demander d'intervenir épisodiquement. Il a choisi de faire sa vie ailleurs. Nous avons besoin de lobby à l'extérieur. Je me souviens d'une époque où le FLN Harka, Harbo. C'est eux qui ont stérilisé la scène du pays. C'est normal. Pourquoi les jeunes partent? Vous savez, l'une des plus grandes hontes que j'ai eues, c'était en novembre 2017. 1er novembre 2017. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? L'Institut français d'Alger a fait le test de français. 2000 personnes qui ont bloqué la Grande Poste le 1er novembre. Regardez la symbolique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la révolution Takoum, c'est du pipeau. Nous prenons 2000 personnes. Ça, c'est une tragédie. Ils font ce qu'on appelle du body shopping. Ils freinent. Il y a l'immigration choisie de Sarkozy. J'ai fait un article sur Liberté Wahed el-Waqt. C'était avec Abrous, où j'avais dit je travaille pour Sarkozy. Il dit que toute la promotion de Polytechnique est à Ando. D'ailleurs, en première page. Donc, Haragné, du même coup, Haragné vis-à-vis de. Bon. C'est ça la réalité. L'ambassade de France fait son marché chaque année. 3 000, 4 000, 5 000, ça dépend des années. Qui n'auront rien coûté à la France. Des compétences toutes chaudes. Vous savez, à Polytechnique, les jeunes qui sortent là-bas, ils ont 21 ans. Brillants en mathématiques. Il est ingénieur. Qu'est-ce qu'ils font? Au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne depuis quelque temps, et surtout en France. Les laboratoires français tournent en majorité avec les techniciens. Alors ça va même plus loin. Les Français, ils recrutent même des gens qui font des licences de sciences sociales à l'âge. Non pas parce qu'ils en ont besoin. Ils leur font faire des thèses. Ils leur font faire des thèses sur quoi? Sur la sociologie de l'Algérie. Ces gens-là ne restent pas là-bas, ils diront la thèse. Ce n'est pas comme un ingénieur ou un matheux. Donc ils les gardent. Donc pour nous, ces chercheurs, c'est des banques de données pour eux. Donc ils savent un peu ce qui bout dans nos marmites. Et ça, c'est un drame. Nous avons une diaspora. Vous ne pouvez pas vous imaginer avec ce Hirak. Maintenant, on les respecte en France. Ah, vous êtes algérien, et puis on rasait les murs. Maintenant, aux États-Unis, au Canada, les gens, ils lèvent la tête. Nous appartenons à un peuple qui a montré qu'il peut être fasciné par l'avenir
pas par le passé, mais par l'avenir. Parce que ce qu'ont fait les jeunes est extraordinaire. Ils se sont arrimés à la modernité, maîtriser toutes les techniques, montrer le fait même de faire le ménage après les manifs, le fait même de décorer des escaliers de la Casbah qui n'ont jamais été décorés. J'ai vu une vidéo, quelque chose d'extraordinaire. On a permis aux gens de respirer, de s'épanouir, de donner la pleine mesure de leur talent. Et il y a du talent. Donc, personnellement, je ne sais pas si dans les conditions actuelles, ce conseil peut éventuellement intégrer une personne de l'extérieur, ce serait une bonne chose. Mais ce qui est surtout important, moi j'ai besoin, en tant qu'universitaire, de la diaspora, pour m'aider à mettre en place un système éducatif de qualité. Il repose sur quoi? Il repose sur l'informatique, sur les mathématiques. Vous savez, c'est une tragédie dans ce pays. Le bac maths, c'est 2%. Vous allez en Iran, c'est 35%. En Allemagne, c'est 35%. C'est-à-dire qu'un étudiant sur 3 en Allemagne va en technologie, va en mathématiques. Un étudiant sur 50. Comment voulez-vous de créer des lycées de performance? Vous savez, l'université Al-Sharif en Iran, il y a 1 million de candidats pour 1000 places. Mais parmi les 1000 places, il y a des nobelisables. Le dernier en date, ça a été Maryam Mirzakhani, prix Nobel de mathématiques, 36 ans, professeur à Princeton. Elle est sortie de l'université Al-Sharif. C'est ça, l'avenir est à la science. Si cette diaspora peut nous aider à mettre en place un plan informatique, c'est extraordinaire. L'Inde est en train de concevoir des ordinateurs pour les jeunes. Vous savez combien? 20 $. Imaginez un plan informatique à 20 $. On peut mettre 1 million de micros par an. 20 $ par année, ça fait 20 millions de dollars. Et 20 millions de dollars, pour vous donner une idée, c'est 2 heures de Hassim Saoud. On ne peut pas donner 2 heures de Hassim Saoud sur l'année pour démarrer une nouvelle vision de l'informatique. C'est ça qu'il faut pour ce pays. Il faut des utopies, un plan informatique très capable de pouvoir sortir ce pays de l'Orient. On a failli le faire. Je me souviens, j'étais conseiller de Hamrouch en 91, avant qu'ils ne nous démolissent. Et avec Sifi, on avait mis en place ce plan informatique. On avait contacté un Mental Shta qui était directeur de recherche aux Nations Unies. On va le faire. Ils ont tout cassé. Bon, ça, c'est ce qu'il faut demander à la diaspora. Vous demandez à chaque Algérien de mettre 10 $. Ils sont 2 millions. Ça fera 20 millions de dollars. Et on démarre ce plan informatique. On va essayer de vérifier chaque année pour le parfaire. Et on va les fabriquer dans le pays. Avec qui? Avec les techniciens que nous allons former. Nous allons donc avoir un savoir-faire. Mais nous sommes devenus des tubes digestifs. Il faut, excusez-moi le terme, mais il faut se battre pour mettre en place une université scientifique avec des lycées d'excellence où il n'y a que les meilleurs qui passent. Pas le fils d'un tel ou un tel, les meilleurs. Si on avait au moins un lycée d'excellence par wilaya, quelle que soit la santé financière du pays, il nous faut 50 000 4x4. Des cadres de haute technologie, en informatique, en ingénierat, en médecine, en droit, mais les meilleurs. C'est pas du tout venant. Donc, dans la Polytechnique, mais Polytechnique, c'est 1500 élèves. L'unité à Babzouar, l'unité à Ouatsmar, c'est 1000 élèves. Toutes les écoles, ça fait 2000 cadres par an. Vous savez combien de diplômés par an? 350 000
qu'est-ce qu'ils valent? C'est ça le problème. كاين مثل في البلاد يقول لك كمشي نحل غير من شواري ذبان. Nous avons besoin d'un hel. Ça ne veut pas dire que les autres ne valent rien. Chacun à son niveau. Mais encore une fois, le message est le suivant. At-tarbiya wa thumma at-tarbiya. Le savoir, le savoir, le savoir. Bien, on termine sur ce. On termine sur cette. On va terminer. Très bien. Merci de votre présence et merci au professeur Chitour.